Merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir, Elsa. Voilà. C'est pour rien refuser la HISTCV. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les complications péropératoires. Ouais. Et on aimerait que vous nous donniez des conseils pour les jeunes chirurgiens ou les moins jeunes pour gérer cette complication attendue ou inattendue parfois au bloc opératoire. Ok, Elsa, pas de problème. Alors, premièrement, c'est d'abord un problème de culture. Voilà. C'est la culture de l'assistance, de l'aide. Il faut être aidé quand on a une complication. Donc, il faut appeler un ami systématiquement. Alors, on va y aller un peu franco. Une grande phrase que la JCTCV pourrait mettre et garder en mémoire, c'est quand on est dans la merde, il faut la partager. Ça, c'est une grande phrase chirurgicale qui est très importante. Et pour comprendre que quand on est dans les difficultés et en crise, il faut appeler. Voilà. C'est le seul message à retenir, quasiment, et le plus important. Ensuite, évidemment, il faut apprendre à gérer son stress. Et là, il y a des formations, à la fois sur la compréhension de ce que c'est que la communication de crise, la coopération en situation de crise et tout ça. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile, ça prend du temps. Et ça, c'est un apprentissage qui devrait commencer d'ailleurs pendant les études médicales, qui n'est pas fait, mais voilà, et qui commence et qui doit commencer très rapidement dans le cursus chirurgical. Et c'est pour ça qu'au bootcamp, on fait de la simulation d'équipe, on fait du CRM, on appelle ça du Crew Resource Management ou du Crisis Resource Management. Et dans ce CRM, il y a toujours une partie de scénarios simples, sans crise, pour comprendre les mécaniques des facteurs humains. Et ensuite, vous avez des scénarios avec des crises, et vous mettez des crises de plus en plus complexes. À chaque fois, code rouge, code orange, il faut appeler un ami. Les anesthésistes, dans leur process de formation, ils commencent le premier jour, c'est la première chose qu'ils apprennent, c'est quand tu as un problème, tu appelles ton confrère, qui est souvent là, ils sont un peu pas toujours en nombre, mais enfin ils appellent quelqu'un. C'est pas ce qu'on apprend en chirurgie le premier jour, et c'est ce qu'on devrait faire. Voilà. Donc voilà, toute cette notion de facteur humain, c'est un problème de culture, mais qui est en train de rentrer. Je crois qu'avec les checklists, voilà, c'est vrai que ces formations, ces petits scénarios qu'on fait sur la chambre implantable, par exemple, au bootcamp, qui est un scénario très simple, qui permet de voir les interactions dans une équipe, voilà, et puis qui permet de voir quand il y a, voilà. Après, la gestion du stress, tout ça, ça s'apprend. C'est la respiration, les éléments qu'on peut mettre en place, voilà, le feedback qu'on peut avoir. Le mieux, mais on ne l'a pas encore, ce serait de voir un film de complications et voir l'équipe autour pour pouvoir débriefer autour des complications. Donc on le simule, ça, ces événements, où on arrive à voir un peu les interactions. Mais on voit, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de me voir en situation de crise, parler à mes internes quand je suis stressé et tout. Donc maintenant, moi je sais très bien quand je commence à être stressé. Je change de voix, mon ton est plus tranché, parfois désagréable et compagnie. Et ça s'apprend. Voilà. Et ça prend du temps, évidemment. Ça, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. Hein. C'est vrai qu'on l'apprend un petit peu personnellement au bootcamp, nous, en tant qu'interne. Est-ce que vous pensez que dans chaque service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, chaque équipe, donc avec les gens avec qui on travaille au quotidien, devrait s'entraîner tous ensemble à gérer ces complications inattendues et plusieurs fois par an Alors, le problème, c'est que, donc, pour le coup, la simulation d'équipe, la simulation comportementale de crise, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est compliqué à mettre en place. Il faut déjà maîtriser ce que c'est que la simulation, maîtriser les scénarios, les objectifs. Donc, c'est vrai que nous, on a le modèle du bootcamp, c'est un modèle qui est reproductible partout. Vous pouvez faire ça à 4, 5, voilà. Je dirais qu'une fois par semestre ou une fois par an, déjà, pour une équipe, c'est très bien. Et ça renforce en plus les liens avec les anesthésistes, avec les IBOD. On est dans une période quand même de fragilité dans les hôpitaux. C'est un super outil, mais le problème, c'est qu'il faut du temps. Voilà. Et en ce moment, le temps à l'hôpital, c'est compliqué. Voilà. Mais c'est un outil, cette simulation d'équipe, qui est exceptionnel. Voilà, pour stimuler les équipes, pour renforcer, quand on parle de qualité de vie au travail, enfin voilà. Voilà, et les gens ont le même discours, ils sont sur la même page. Voilà. Donc oui, moi j'invite les gens. Alors, les simulations qu'on a fait, nous, dans le cadre de la robotique, il y a d'autres personnes qui en ont fait. Caroline en a fait à Bayonne. Il y a quelques équipes qui, quand ils ont commencé la robotique, ont commencé là-dessus. Bon voilà, maintenant ça fait depuis 2015 qu'on fait ça et ça commence un peu à diffuser. Et je pense que l'idée du bootcamp, c'est que les gens appréhendent les choses pour qu'ils aillent se former eux-mêmes aussi. Hein. Bon. Peut-être un petit point final sur la chirurgie mini-invasive, avec les risques de complications qui sont une conversion, par exemple une plaie vasculaire. Est-ce que vous avez certains conseils à donner aux jeunes chirurgiens, par exemple est-ce que vous mettez directement un nom de chirurgien avec son numéro dans le bloc opératoire? Est-ce que vous ouvrez directement
la boîte de conversion ou pas? Alors après, il y a des petits éléments techniques et tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, quand tu veux aller vers de la sécurité, que tu veux développer de la chirurgie mini-invasive, qu'elle soit robotique et vidéo, on a mis en place depuis plusieurs années une organisation de service. Donc pour les cas très compliqués, il y a 2 chirurgiens. Pour les cas moins compliqués, il y a toujours un chirurgien en backup. Et dans la checklist, on ne le fait pas de manière systématique, mais dans la checklist normalement, on donne le nom du chirurgien disponible. C'est celui qui est en consultation. Voilà, parce qu'au moins on sait où il est. Voilà. Parce qu'effectivement, quand on a une crise majeure, si tu cherches le chirurgien pour aider, voilà ce qu'on dit. Donc évidemment, tout ça, ça rentre dans des process et qu'on peut réapprendre avec les simulations. Voilà. Donc on a ça, on a le nom, on a la liste des chirurgiens au-dessus de l'ordinateur, on a le code rouge aussi au-dessus de l'ordinateur pour rappeler les choses. Voilà. Mais il faut, de toutes les façons, il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de jeunes dans les CHU, il faut refaire ces formations. Voilà ce que je peux vous dire, et puis je vous invite bien sûr à venir, on va faire une formation SFCTCV Medtronic, c'est pas Edwards mais peu importe, sur les facteurs humains avec 2 équipes, anesthésistes, infirmières, chirurgiens, avec des scénarios qui vont monter en difficulté, des scénarios simples, non de crise, des codes orange, c'est-à-dire qu'il y a une crise sans risque majeur pour le patient, et puis les codes rouges, voilà, vous voulez, il y a l'arrêt cardiaque, la plaie majeure, voilà. Et cette formation sera obligatoire pour les internes? Alors, c'est une formation pour l'instant qui sera dans le cadre de la formation continue, donc c'est pour les chirurgiens, mais je pense qu'on la fera peut-être évoluer vers les jeunes, oui, bien sûr. Et là, de toute façon, vous êtes lancé là-dedans, je crois que, enfin, vous avez compris, Elsa, hein? J'ai compris pour le moment, mais... Est-ce que la JTCV est convaincue du facteur humain, de la sécurité au bloc, de l'équipe, voilà. Et des checklists. Des checklists, voilà, et pour dire que maintenant, le chirurgien est mort, vive l'équipe chirurgicale. L'équipage. L'équipe chirurgicale. Pas l'équipage, justement.